Voilà, que de bonnes choses, d'accord, à vous proposer aujourd'hui. On vous a dit c'est la deuxième partie avec l'ONG Opinion Éclairée, d'accord. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ONG Opinion Éclairée est une ONG, voilà, de droit ivoirien créée en 2019. Cette organisation qui œuvre pour l'accès à l'information, la gouvernance, on va dire démocratique, la promotion du genre et du féminisme, des droits humains, le développement durable, l'environnement, la culture et les actions sociales édites, un média d'accord, on va dire communautaire en ligne dénommé mediacitoyen.com. Voilà, tout simplement. Dans le cadre donc de la campagne Portrait de famille, l'ONG Opinion Éclairée a obtenu un appui financier de forces féministes afin d'organiser bien sûr des émissions radio de sensibilisation sur la diversité des familles ivoiriennes. L'objectif de la campagne est de donner la parole aux familles ivoiriennes dans leur diversité, de combattre la stigmatisation, d'accord, et les blessures de l'enfance et de contribuer à la cohésion sociale à travers bien sûr la cohésion des familles. Non, c'est un étudiant, il est là. Oui, ouais, l'étudiant, il est là finalement. C'est le témoin justement du thème aujourd'hui qui n'est autre je suis d'une famille recomposée. Il s'appelle Kwadio Kofi Salomon, étudiant vivant dans une famille recomposée. Tout à fait, c'est bien cela. Voilà. D'accord. Noné Ange Martial, conservateur du musée, d'accord, sous-directeur au ministère de la Culture et de la Francophonie. On a Ojo et Baya, c'est ça, hein, Angèle Pélagie, madame, tout simplement. On va dire les sociologues spécialistes de la mère et de l'enfant. Bienvenue à vous. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui n'est autre que je suis issue d'une famille recomposée. Voilà. Donc déjà, on va permettre, juste avant de commencer, bien sûr, à débattre et à dérouler le questionnaire, on va permettre à la sociologue de nous dire c'est quoi en fait une famille recomposée. Excuse-moi, Loulia, mais ils n'ont pas encore répondu au bonjour. Oui. J'attends mon bonjour. Bonjour. Dans le bonjour. micro. Bonjour. Voilà, là, on sait que tout le monde est là. Voilà. Oui. Une famille recomposée, c'est un des parents qui se remarie. D'accord. Soit le père qui se remarie avec une autre femme, ou bien la mère qui se remarie avec un autre homme. Le thème qu'on doit débattre aujourd'hui, on l'a dit, hein. Je suis d'une famille recomposée, c'est le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et on va donc permettre à qui de commencer, à la sociologue ou oui, exactement. Au témoin? À la sociologue déjà dans un premier temps. Ouais. On aimerait bien savoir quels conseils pourriez-vous donner donc aux familles recomposées pour l'épanouissement de l'enfant? Merci. Une famille recomposée est une famille comme toute autre. Voilà. C'est comme une famille monoparentale, c'est comme une famille dite nucléaire où il y a papa, maman et enfant, où il y a papa, maman ou enfant. Voilà, enfant. Voilà. Ou bien une famille adoptive où il y a papa, maman et des enfants, ou bien un enfant qui n'est pas issu d'eux. Donc dans tous les cas, chaque famille a sa spécificité et chaque famille a sa particularité. Mais le plus important, c'est l'enfant. D'accord. Alors, pour revenir à nos auditeurs fidèles de la radio, voilà, vous êtes priés de composer le 27 21 35 2000 et puis répondre aussi à ces questions-là. Quels conseils donnerez-vous aux familles recomposées pour l'épanouissement d'un enfant? Quels conseils à nos auditrices, bien sûr, et aux auditeurs pour éviter de blesser les membres de ces familles-là aussi, hein, d'accord? Et puis au niveau étatique, que recommandez-vous pour la valorisation des familles dans leur diversité? Voilà. 27 21 35 2000 pour intervenir, d'accord, dans cette émission là. On va poursuivre toujours avec notre sociologue qui est là. Elle est très bien habillée ce matin, hein, oui. Alors on a envie de vous poser cette question là. Les familles recomposées sont-elles toujours prises en compte dans le discours public sur la famille selon vous? Oui, selon moi, elles sont prises en compte parce que de plus en plus on a des familles recomposées en Côte d'Ivoire. Forcément, je vais dire, un couple peut se mettre ensemble et puis pour une raison ou une autre, ça ne marche pas, ou bien l'un des conjoints n'est plus, et donc il décide de refaire sa vie. Et quand il refait sa vie, il va avec un ou des enfants. Donc dans tous les cas, une famille recomposée, on doit la voir comme une famille, comme toute autre. D'accord. Voilà. Ok, alors quelles sont les difficultés que pourraient rencontrer ces familles en société qui sont différentes, disons, qui
qui ont des difficultés, on va dire, rencontrées par ces familles-là recomposées, justement. Oui, ces familles souffrent du regard des autres. Parfois, des gens qui ne sont pas de la famille ont des regards qui ne sont pas forcément la vérité. C'est la société qui a ce regard-là, ce mauvais regard. Parce que très souvent, j'ai pas de chiffres, mais quand c'est l'homme qui se remarie, automatiquement, on voit la femme comme entre griffes une sorcière, une femme qui n'aime pas les enfants de son mari. Donc il y a tous ces problèmes-là qui naissent et qui parfois même perturbent l'évolution, bien la paisibilité du foyer. D'accord. Alors donc là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en fait? Il a lieu d'abord les deux, le couple, la famille recomposée doit d'abord s'entendre, doit éduquer ses enfants normalement. Comment devrions-nous éduquer nos enfants justement? C'est comme si on était avec, je vais dire, celui qui vient avec... parfois on peut refaire une famille où il n'y a pas d'enfants. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand chacun des conjoints vient avec un enfant. D'accord. Voilà, il faut pouvoir reconstituer une famille. Il faut pouvoir asseoir de nouvelles bases pour refaire une famille, comme si les enfants étaient de la même mère et du même père. C'est ça. Mais quand il y a des différences, quand il y a des préférences, il y a déjà problème. D'accord. Alors, quel est l'impact de la stigmatisation sur les membres de la famille recomposée, selon vous, Madame la sociologue? Les conséquences sont nombreuses, parce que ça va perturber l'enfant. D'abord, c'est l'enfant. Moi, je dis l'enfant est le premier, celui qui paye le plus de pots cassés dans cette affaire. C'est celui qui ressent tout ce qui se passe autour de lui. D'accord. Voilà. Donc, dans toute chose, il faut préserver la santé mentale même de l'enfant. D'abord, sa santé mentale, il faut penser à lui, à son évolution, sans qu'il ne soit perturbé par tout ce qui se passe autour de lui. Généralement, quand on vit dans une famille nucléaire, on a ses parents, il n'y a pas ce genre de problème. Ou du moins, quand il y a des problèmes, on arrive à les dépasser. On arrive à les surmonter. Mais une fois qu'il y a un être étranger qui entre dans la famille, il n'y a plus l'harmonie, il n'y a plus cette cohésion-là. Et donc, forcément, il y a des problèmes. Et quand c'est comme ça, c'est l'enfant qu'il faut préserver. Et c'est l'enfant qu'il faut préserver. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est l'enfant qui est au centre de toute une famille. C'est vrai que c'est un élément de la famille, mais c'est un élément important de la famille. Parce que c'est un futur membre de la société. Et donc, il faut s'arranger à l'éduquer normalement pour que la société n'ait pas à payer de sa mauvaise éducation. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Madame la sociologue. Voilà, on va s'adresser maintenant à notre invité témoin qui est là. Ça va bien? Oui, ça va. L'invité témoin, il va rappeler son nom. C'est Kwadio Kofi Salomon. Il va parler dans le micro. Il ne faut pas avoir peur du micro. Il n'y a pas de souci. Oui, il faut se rapprocher du micro. C'est Kwadio Kofi Salomon. Kwadio Kofi Salomon, il va bien? Oui, ça va. Et ça, il est baroulé, ça c'est sûr. Exactement. Alors, vous avez grandi dans une famille recomposée. Sentez-vous différent des autres? Est-ce que vous vous sentez différent des autres enfants? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout différent. Les autres jeunes de votre âge? Non, ils ne sont pas différents des autres jeunes de mon âge. Voilà. Parce que je peux dire que si je peux m'exprimer ici, c'était une grâce pour moi. C'est vrai. Mon papa avait des grands enfants. Quand moi je naissais, je pouvais même être leurs enfants même. D'accord. Donc je pouvais être le petit-fils de mon papa au fait. L'arrière-petit-fils de mon papa. Voilà. Donc quand je suis rentré dans la famille, voilà, ils m'ont tout de suite accepté. Surtout les filles de la famille de mon papa. Voilà. Celles qui étaient déjà grandes, elles avaient des enfants. Donc elles m'ont adopté. La pauvre, quand on appelle ça, un exemple, la dixième fille de mon papa, quand je suis né, à 5 ans, elle m'a appris, et c'est elle-même qui m'a scolarisé de CP1 jusqu'à la 6e, et jusqu'au CM2. Donc c'est à partir de 6e que je suis venu vers mon papa maintenant pour continuer les études. D'accord. Quel est votre souvenir le plus heureux? Quel est votre souvenir triste aussi également? Bon, le souvenir le plus heureux, c'est que
j'avais toujours des gens à côté de moi, surtout les petits-enfants. D'accord. Puisque pendant les vacances, tout le monde était à la maison. Voilà. Et même quand j'étais aussi à l'école, les enfants de ma grande sœur, ils étaient là. Donc, à aucun moment, je me suis senti soit seul ou abandonné, non. Maintenant, bon, parlant de souvenirs tristes, peut-être que c'est là où je n'ai pas eu, disons, un petit frère. Voilà. Ah oui. Parce que j'ai toujours voulu avoir un petit frère avec qui... Pour lui donner une formation, voilà. La formation des grands frères. Voilà, je peux dire que c'est ça. Sinon, il n'y a pas eu de mauvais souvenirs en tant que tel. En fait. Alors, votre entourage et vous, est-ce que ça allait bien? Quel est le regard qu'il vous portait? Bon ou mauvais? Je dirais bon. Bon? Oui, je dirais bon. Parce que même dans le village, bon, avant que je ne parte à l'école, même les mamans qui étaient au village, puisque mon papa était vieux, donc ses camarades, ses soeurs, partout où je passais, me prenaient comme leurs enfants, en fait. D'accord. Voilà. Il ne sait pas pourquoi, mais elle m'aimait, au fait. Je ne sais pas si c'est parce que je viens d'une famille religieuse ou bien si c'est parce que je suis le dernier enfant de mon papa. Mais il m'aimait quand même. Et partout où je passais, j'arrivais facilement à m'insérer. Même avec mes amis, voilà, on pouvait jouer sans souci, au fait. D'accord. Aujourd'hui, ces regards-là ont toujours un impact sur vous, aujourd'hui? Oui, un impact positif surtout. Voilà. Parce que à chaque fois que je vais au village, on me dit toujours c'est le fils d'un bel quadrille qui vient. Le fils d'un bel quadrille qui s'en va. D'accord. Voilà. Alors, quel conseil pourriez-vous donner aujourd'hui aux personnes de l'entourage qui ont tendance à stigmatiser, bien sûr, les enfants qui ne grandissent pas avec les deux parents biologiques? Bon, c'est moi, les enfants qui ne grandissent pas avec les deux parents biologiques, je dirais qu'ils n'ont pas à être tristes, au fait. Voilà. L'erreur peut venir de soit les enfants de l'un des parents qui vont mettre en tête que, bon, comme lui n'est pas de notre sang, on peut dire ça, voilà, lui n'est pas du même père que nous, voilà, on va le mettre à l'écart. Et ça, c'est l'erreur aussi. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, l'enfant qui vient de rentrer, on ne sait pas ce que cet enfant peut apporter à la famille. D'accord. Voilà. Donc, rejeter cet enfant, ce serait vraiment une grave erreur. Voilà. D'accord. Alors, voilà, c'est Kwadio Kofi Salomon, notre étudiant, voilà, qui est avec nous, vivant dans une famille recomposée. Alors, on va s'adresser, on va dire bonjour aussi à notre invité qui est là aussi, qui est le conservateur des musées, qui est avec nous, n'est-ce pas, Monsieur Nonin, Ange Martial, j'arrive pas à m'y faire, Nonin, Ange Martial, conservateur du musée, sous-directeur au ministère, bien sûr, de la Culture et de la Francophonie. Alors, que vous inspire l'histoire de notre invité témoin? Pour moi, l'histoire est une histoire normale. Dans le contexte africain, les terminologies qui déterminent... Il va rapprocher son micro un peu plus. Encore plus. Voilà, c'est bon. Oui, les terminologies qui distinguent une famille d'une autre n'existent pas. On ne parle pas, dans notre concept sociologique africain, on ne parle pas de familles recomposées, on parle tout court de famille. D'accord. Et la famille est basée sur des principes. Comme il a dit, son exemple est éloquent. Il est rentré dans la famille sur le tard, où il a dû être au même niveau de fraternité que des frères qui auraient pu être des pères. Et donc, dans la même logique de l'éducation et des valeurs que prône le communautarisme africain, il a été facilement intégré et chaque frère et chaque sœur est devenu en même temps un père et une mère. Généralement, en Afrique, on dit que l'enfant est mis au monde par une personne, mais l'enfant appartient à la communauté. C'est pourquoi on a des pères, on a des mères. Parce que chaque membre de la communauté est investi de la mission d'éducation. Donc l'éducation n'appartient pas à la famille nucléaire. L'éducation appartient à la famille communautaire. Donc on peut laisser l'enfant à la maison, vaquer à ses occupations. On est sûr qu'il y a quelqu'un qui va toujours être là pour prendre le relais. Et en Afrique,
lorsque une femme intègre une famille, elle vient en même temps épouser les valeurs de cette famille-là. Donc du coup, quand le mari accepte l'enfant, il ne l'accepte pas comme l'enfant d'autrui. Il l'accepte comme un enfant, un nouvel enfant qui a intégré la famille. Et les consignes qui sont données aux frères, c'est que cet enfant-là soit considéré comme leur frère. D'accord. Voilà, si on revenait aux fondamentaux purement de notre tradition, je pense qu'il n'y aurait pas eu de stigmatisation. Malheureusement, nos sociétés sont corrompues. On copie de façon servile les exemples. Et donc, on réduit la notion de famille. Ici, généralement, vous et nous, quand on voit quelqu'un, on dit c'est mon parent. Mais quand on dit c'est mon parent, ça peut être ton cousin. Et généralement, dans nos langages, le mot cousin n'existe pas. Le mot oncle n'existe pas. Pour dire l'oncle, on dira le frère de mon père ou bien le frère de ma mère. C'est ça. Pour dire qu'en fait, on est du même sang. Donc, dès lors qu'il y a ce lien-là qui s'établit, il n'y a pas place à la stigmatisation. Moi, je pense que si on revenait à nos fondamentaux, parce que la conception qu'on a de la famille, c'est une conception européenne. C'est une conception occidentale qui fait que la famille est composée de papa, maman et de leurs enfants. Donc, quand un autre enfant vient, ils vont essayer de déterminer le type de famille. Or, en Afrique, que ce soit papa, maman, que ce soit d'autres enfants qui viennent, que ce soit même des enfants adoptifs, en Djemé, parce que dans le village, un enfant peut trouver un logis là, ou bien le père qui va en médiation dans la famille d'un enfant où il y a des problèmes, peut le récupérer le temps que les tensions s'apaisent et l'enfant peut tellement se plaire là, rester, et le père, la famille ne va pas trouver un inconvénient à accueillir un nouveau membre. Donc c'est comme ça que ça crée une cohésion qui fait qu'on est tous membres d'une même famille, même si on appartient à des familles différentes. Mais quand on est dans la sphère de la communauté, on se sent partout chez nous. Donc je pense que son cas, c'est un exemple d'acceptation. Et sa famille a eu un comportement africain. A eu un comportement africain où l'enfant était accepté, où on n'a pas stigmatisé l'enfant parce qu'il serait venu sur le tas et je ne sais pas, s'il est le fruit d'une relation ou bien je dirais d'une femme que son père a eu ailleurs. Et donc, arrivé un moment, il est rentré sans sa mère. Voilà, il y a aussi ça. Même en Afrique, que l'enfant rentre sans sa mère, qu'il rentre avec sa mère, l'essentiel, c'est la famille. Comme on dit, les Akans le disent, une famille, c'est plusieurs bouches qui alimentent un seul ventre. Donc, du coup, une nouvelle bouche qui vient donc pour alimenter le ventre, c'est une bénédiction. On sait qu'on aura un repas de plus et que le ventre, qui constitue la richesse de la famille, va donc s'accroître. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur le regard du culturel sur cette question-là. D'accord, vraiment sur le regard du culturel, il a dit. Allez, est-ce que une honte de se marier et fonder bien sûr une nouvelle famille en ayant des enfants de son précédent mariage dans la conception africaine, est-ce une honte en fait? Généralement, l'amour africain est inclusif. Il n'est pas exclusif. Quand l'Africain décide de prendre une femme, généralement dans notre tradition, il apprend avec tout ce qu'elle a. Si, à condition que la femme veuille venir seule, mais si elle veut venir avec ses enfants, et on l'a constaté dans plusieurs villages, où c'est plus tard qu'on a su que des oncles n'étaient pas vraiment nos oncles, et que c'était les enfants de nos grandes-mères. Voilà, il y a cette ouverture-là qui dit que quand tu décides de te marier, donc tu prends tout. Ça dépendra maintenant de la femme à vouloir laisser d'autres choses, ou bien du père des enfants à vouloir les garder. Mais généralement, lorsque les enfants sont en bas âge et que leur mère va se marier, les enfants vont toujours avec leur mère. Et du coup, ils restent dans la famille où ils sont. Et ils ont deux familles. Ils ne perdent pas le lien avec leur famille d'origine, mais en même temps, ils sont intégrés dans la famille d'adoption. Seulement, le problème se pose seulement au moment où ces enfants-là veulent s'immiscer dans la vie politique. C'est là qu'on leur rappelle qu'ils ne sont pas de la communauté. Mais tant que c'est les autres aspects de la communauté,
n'y a pas de problème, ils sont acceptés. Mais lorsqu'ils veulent prétendre à des postes politiques, des postes ésotériques ou des postes rituels, c'est là qu'on leur rappelle que le lien des sangs n'est pas aussi direct. Or, ces questions-là nécessitent le respect strict du lien des sangs. C'est à cette condition. Sinon, les autres conditions, ils peuvent participer à la vie de la communauté, ils peuvent être des membres à part entière de la communauté et ça ne gêne personne. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui en ville n'est pas le reflet des valeurs que portent nos sociétés. Nos sociétés sont des sociétés inclusives, sont des sociétés communautaristes et même où la notion d'étranger n'existe pas. D'accord. Voilà, pour dire l'étranger, on dit celui qui a quitté loin, celui qui vient d'arriver. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que dans les villages, l'étranger n'est même plus étranger. Parce que l'intégration est tellement bien faite qu'on ne peut pas faire la différence entre celui qui est de là ou celui qui vient d'ailleurs. C'est cela. Voilà. Merci, M. Nourné Ange. À notre sociologue, j'ai envie de demander ceci. Comment maintenir donc la cohésion des familles recomposées? D'abord, avant de répondre, je n'ai pas bien compris le témoignage de notre invité. Tu peux reprendre, on va dire, le témoignage de la famille recomposée à laquelle il a Radio Kofi Salomon. Voilà. Au fait, mon papa avait une première femme. Oui. Et avec cette femme, il a eu plusieurs enfants. Ils ont 12 enfants. Ok. Et cette femme est décédée. Et c'est quand cette femme est décédée qu'il s'est marié maintenant avec ma maman. Voilà. Ma maman aussi avait aussi ses enfants. Ah, donc tu es venu, en fait, tu as retrouvé, on va dire, une famille une dizaine de personnes dans la famille, et tu es venu avec ta maman. Oui. Waouh. Est-ce que la maman est venue avec tes autres frères? Non, mes autres frères, ils étaient avec leurs parents. Waouh. Voilà. Donc, maman est rentrée dans la famille de mon père avec moi. Non, c'est pas compliqué, c'est simple pour l'Africain, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord. Chez nous, c'est simple. Oui. Nous sommes Mais est-ce qu'on a encore cette conception africaine parce que dans nos mœurs? Même la famille est définie comme quoi? La famille est définie dans le dictionnaire. La famille, c'est des gens qui vivent ensemble, sous le même toit, qui ont des liens de parenté ou d'alliance. Même le dictionnaire le dit. Donc nous, les Africains, nous sommes en avance. Ce problème-là, on l'a déjà résolu. Oui. Nous, on est en communauté. On n'a pas de problème avec ça. Que la femme vienne, je dis pour une raison ou une autre, il y a forcément un parent décide de prendre une seconde épouse. Lui, dans son cas, son père a perdu sa femme et donc il a marié sa mère qui est venue avec lui. Mais c'est pas la femme, il dit que tu passes, on dit vas-y le fils de temps. Parce que c'est le monsieur qu'on reconnaît comme son père. Donc, on n'a pas de problème spécifique avec ça. Il n'y a pas de problème de stigmatisation. En Afrique, on va dire. En Afrique, voilà. Il faut être plus précis. Justement, en Afrique ailleurs, en général. Bon, peut-être ailleurs. Voilà. Non, même pas ailleurs, même. On va parler de la ville. Parce que peut-être, quand on dit en Afrique, en général, c'est pas en Afrique, mais au village, en général, on n'a pas de souci, en fait, d'être en communauté. Je pense que quand on arrive en ville, quand on commence à prendre des habitudes qui ne nous valent pas, alors que ça ne fait pas partie de nos mœurs et de nos valeurs, en fait. Il dit au village, c'est vrai, au village, on n'a pas de problème quant à la vie sociale, à la vie communautaire, on n'a pas de problème. C'est quand maintenant, un des c'est quand vous voulez vous immiscer dans les problèmes de succession, de chefferie. Moi, je suis du Sud, donc je parle de chefferie, il y a des pratiques, bien des cérémonies rituelles qui sont réservées au sang. C'est le sang qui parle. Et là, on vous rappelle que vous n'avez pas le sang pour ça. Sinon, a priori, pour des choses normales, de tous les jours, des affaires sociales, pas de problème. Voilà. Mais ce que moi je peux ajouter, c'est souvent une question de mentalité. Voilà, aujourd'hui, est-ce que chacun de nous porte les valeurs africaines? Parce que normalement, l'éducation, elle est faite de façon organisée. Et donc, quand une femme arrive dans un foyer, elle sait ses prérogatives en matière d'éducation. Elle sait les axes où elle a le droit d'agir sur un enfant, qu'il soit garçon
aux femmes. Et qu'il soit d'elle ou non aussi. Qu'il soit d'elle. Généralement, l'éducation, le principe de l'éducation, on doit donner une éducation uniforme aux enfants. Mais aujourd'hui, avec la société qui elle-même tend à s'occidentaliser, on a tendance à gérer l'éducation sous le prisme de l'affectif. Or, lorsque il y a l'affectif, il va s'en dire qu'une femme ne peut pas aimer moins son fils qu'un autre fils. Or, en Afrique, généralement, la mère n'avait même pas le droit d'éduquer son enfant. L'éducation de l'enfant était confiée à quelqu'un d'autre, à la grand-mère, à une femme du village. Le père n'éduquait pas directement son enfant. L'éducation était confiée à un oncle, à un ami. Ce qui faisait qu'il y avait cette impartialité dans l'éducation et l'affectif n'avait pas autant prise dans l'éducation. Or, aujourd'hui, on est revenu aux valeurs occidentales qui mettent l'accent sur l'émotion, l'affectif. Et donc, quand une femme ou bien un homme est avec une autre femme qui vient avec un enfant, on a tendance à surprotéger ceux qui sont directement de notre sang et l'autre, en réaction, va aussi réagir pour défendre son enfant. Et c'est ça un peu qui crée les schismes dans les familles. C'est le fait qu'on met plus l'affectif et qu'on ne fait pas une éducation, je dirais, une éducation impartiale, une éducation objective. Parce que lorsque l'éducation est subjective, ça crée des problèmes. C'est pourquoi généralement, en Afrique, les parents, pour se départir de ce côté affectif-là, préféraient donner leurs enfants à l'éducation à un frère. Et vice-versa. Donc du coup, le frère est plus objectif. Il n'y a pas ce petit truc que les enfants ont su, cette influence que l'enfant a sur le père. Voilà. Donc du coup, l'oncle là, lui, il donne une éducation comme si il voulait avoir un laurier dans la réussite de l'enfant. Or, le père, il y a des chantages affectifs que tout père peut subir de la part de son enfant. Voilà, à moins que ce soit un père irresponsable ou bien une mère irresponsable, il est toujours sensible aux pleurs de l'enfant et les enfants savent si bien jouer de ce chantage affectif-là que souvent, dans les familles africaines, pour éviter ça, les enfants étaient éduqués par quelqu'un d'autre et ça permettait à l'enfant qui sait que ce n'est pas son père, donc qui sait que l'élément sur lequel il peut jouer, il ne peut pas l'utiliser, c'est l'âme fatale de l'enfant. Voilà, il ne peut pas utiliser cette âme-là, donc de l'autre côté, il va respecter les consignes et son éducation sera plus cadrée. Malheureusement, aujourd'hui, on a du mal à nous détacher de nos enfants. Bien sûr. Voilà, et on les surprotège. Du coup, quand une famille est décomposée, chacun va surprotéger celui qui est de son sang. Et forcément, arrivé un moment, il va y avoir des clashs. Et le clash va faire que un d'entre les deux ou bien les deux vont haïr l'enfant de l'autre. Et c'est la haine qui fait que l'enfant se sent marginalisé, l'enfant se sent exclu. Et puis, il comprend qu'en réalité, il n'est pas dans quelque chose de normal. Sinon, si l'éducation est faite, comme dans le cas de l'invité témoin, l'enfant ne sent même pas que c'est recomposé, comme on le dit chez les Blancs. Il ne sent pas qu'il y a une famille exceptionnelle, mais une famille ordinaire. Donc je dis, de plus en plus, moi je milite qu'on enseigne les valeurs africaines. Généralement, nos enfants sont déconnectés. Et nous-mêmes, qui avons pris le relais de nos parents, nous sommes déconnectés. Il faut nous reconnecter à nos traditions. Quand on va se reconnecter à nos traditions, quand on va s'abreuver à la source de nos valeurs, c'est des choses qu'on peut régler. Malheureusement, on veut régler souvent les problèmes de famille ou les problèmes sociaux africains sous le prisme universel. Chaque société a son modèle de vie, chaque a ses mécanismes pour régler les conflits. Et moi, je veux que souvent, on interroge les sociologues, on interroge les anthropologues, on interroge les musologues qui ont malgré tout gardé les pieds dans la tradition et qui ont ces leviers-là, qui sont des leviers qui ne sont pas coûteux. Qui ne sont pas coûteux, c'est seulement des petites valeurs qu'il faut donner. Il faut rétablir les principes de base de nos sociétés. Parce que la société part de la famille et elle s'agrandit. Généralement, chez nous, on dit
il y a le lignage, il y a la famille nucléaire, il y a le lignage, il y a la tribu, il y a le clan. Et c'est du clan qu'on en arrive au village. Et le village là, c'est le premier maillon de la société moderne. Or, ça ne commence pas par le village. Généralement, on dit au village, non. La société commence d'abord par la famille nucléaire, par la famille sociologique, qu'on appelle dans notre jargon la lignée. Après, on arrive au clan. Et plusieurs clans qui se mettent ensemble dans un espace donné vont créer un village. La société d'organisation administrative héritée de la colonisation commence sur le village. C'est cela. À l'époque, et après, ils ont créé un ensemble qu'on a appelé le canton. Donc, plusieurs villages qui vont se mettre sous la responsabilité d'une même autorité administrative, d'une même autorité politique pour créer un canton avant d'en arriver maintenant à la ville qui est mise sous forme de sous-préfecture. Donc, aujourd'hui, on ne descend pas au dernier maillon, on s'arrête au village. Or, à l'échelle du village, aujourd'hui les villages ne sont plus des villages. À l'échelle du village, l'éducation commence à être érodée, à être corrompue. Et quand on en arrive à la ville, on a perdu toutes les valeurs sur la route. Et la ville se construit elle-même des valeurs qui malheureusement ne sont pas les valeurs africaines. Voilà. D'accord. Alors on rappelle qu'on est toujours dans Portrait de famille également, donc c'est une lucarne dans laquelle on vous permet d'avoir donc des questions de famille justement parce que on célébrait il y a de cela quelques jours la journée internationale des familles, donc c'est à cette occasion-là justement que l'ONG Opinion Éclairée se penche sur les questions qui minent nos sociétés et surtout nos familles. Si vous avez également un cas similaire tel que notre ami Kouadio Kofi Salomon, étudiant vivant dans une famille recomposée et que vous souhaitez le partager avec tous ceux qui nous écoutent donc sur les 93.6, vous nous appelez au 27 21 35 20 00. Vous avez la libre antenne jusqu'à 9h55 pour prendre part naturellement à cette émission-là. Tout à fait, Loulia. Alors, après ce que notre conservateur vient de dire tout à l'heure, bon, je lui redemande encore. Donc, ça existe bel et bien la famille recomposée en Afrique. Oui, mais la famille recomposée... Comment doit-on l'appeler finalement? Généralement, on dit la nouvelle famille. Non, il n'y a pas de nom, spécifique en Afrique pour ça. Voilà. On dit qu'il y a 4 types de familles. En sociologie, on nous a appris qu'il y a 4 types de familles. D'accord. La famille nucléaire, c'est papa, maman, enfant. D'accord. La famille monoparentale, c'est un des parents et l'enfant. D'accord. La famille recomposée, c'est un des parents, un parent qui se remarie à une autre personne et l'enfant. D'accord. Une minute, madame la sociologue, on va prendre cet auditeur-là qui est vraiment en train de s'impatienter. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment vous allez? On va super bien. Et vous-même? Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. À quel honneur, s'il vous plaît? Oui, on est avec les invités. Oui. Ils vous saluent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Alors, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Amon Francis. Amon Francis, d'accord. Alors, oui, on t'écoute, Amon. D'accord, je dis merci pour le témoin de frère. Voilà. Moi, je prends mon cas comme ça. D'accord. Voilà. Je suis d'une famille décomposée. Mais chaque enfant est resté avec sa maman après la mort de le papa. Voilà, chaque enfant est resté avec sa maman. Ce qu'il demandait à Dieu, il demandait à Dieu parce qu'on ne se connaît pas. Et il demandait à Dieu qu'un jour, nous tous, on puisse se connaître. Mais aujourd'hui, on se connaît mieux. C'est vrai, on ne vit pas dans le même pays, mais au moins, chacun de nous, je suis parti les voir, les connaître où ils sont. D'accord. On est en contact aujourd'hui. Je peux dire, on entend entre nous les enfants. Voilà. Mais souvent aussi, je peux dire, souvent les papas aussi qui déconnent aussi. Parce que dans une famille, si le père, le chef de famille ne joue pas le rôle exact, on aura la division. La vision, surtout s'il y a les biens matériels qu'elle a. Voilà, c'est tout ça qui provoque la sorcellerie dans une famille. Parce que l'autre groupe veut prendre, l'autre aussi dit non, c'est nous, on doit prendre, c'est nous. Le père a marié notre maman pour
il n'a pas marié votre maman, ça devient un problème. D'accord. C'est un problème. Bon, ce que je peux dire. Ok, Amon, merci beaucoup pour ton intervention. Et la famille recomposée, là, toi aujourd'hui, tu vis avec qui, au fait? Toi qui te trouves en Côte d'Ivoire ici avec nous. Aujourd'hui, je vis la grande sœur de ma maman. La grande sœur de ta maman? Oui. D'accord. Ok. Merci. Merci, Amon. Voilà. Madame la sociologue, après notre intervenant... Voici le plus grand problème auquel est confrontée les familles, autant se confronter les familles recomposées. C'est cela. Quand un papa, il a plusieurs femmes, du coup, chaque enfant se range derrière sa maman. C'est ça. Et surtout que dans le cas de notre intervenant, les mamans sont dans des endroits différents. L'invité, lui, ils sont sous le même toit. C'est bon, on a la famille sous la main. Mais quand on a un papa qui a plusieurs femmes, et donc du coup, les enfants sont rangés derrière leur maman. La maman. Et donc, pour retrouver la notion même de famille, c'est difficile. On n'est pas ensemble. Parce que la famille, c'est vivre sous le même toit d'abord. Être ensemble. Moi, j'avais une question pour vous, madame la sociologue, parce que là, on parle d'un monsieur qui se retrouve au milieu de deux femmes, finalement, qui font des enfants. Ils sont tous, imaginons qu'ils sont tous dans la même maison. D'accord. Est-ce que le monsieur n'a pas sa part de responsabilité, justement, dans la solidarité qui doit exister dans cette famille-là? C'est une question pour madame la sociologue et monsieur le conservateur également. D'accord. Je veux dire, dans notre société moderne, dans notre société d'aujourd'hui, bon, la loi même fait que tu ne peux pas prendre deux femmes. C'est cela. C'est clair. Déjà. Hein? Déjà. Maintenant, quand tu arrives à contourner la loi et que tu as deux femmes sous le même toit, tu te retrouves avec deux types d'enfants. Est-ce que le fait d'avoir deux femmes, c'est contourner la loi? Oui, c'est contourner la loi. D'accord. Ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'après, je me dis que dans la religion musulmane, par exemple, on peut aller jusqu'à 4. Monsieur le conservateur, vous avez dit quelque chose à ce sujet? Oui, mais si... Pour les deux femmes, c'est polygame. Tant que c'est pas légal, c'est continuer la loi. D'accord. Allez-y, madame. Pas légal. Parce que je sentais un peu le ça vient de l'adversaire, la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas d'enjeu. Donc ça veut dire que ça vient d'un homme, c'est très bien. Oui. Allez-y, madame. Allez-y. Donc, quand vous arrivez à continuer la loi, vous avez deux femmes, ou bien plus. Oui. Vous avez différents types d'enfants. C'est cela. Qui sont regroupés derrière chaque maman. Et chaque maman imprime sa manière de voir à l'enfant. Mais elle dit une chose très importante. Mais elle a le rôle du père. Et le père, il joue quel rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Normalement, le papa, dans la famille, chaque membre de la famille a son rôle. Le père a son rôle, la mère a son rôle, même l'enfant a son rôle. Donc le père doit pouvoir, s'il a décidé de faire ça, il doit pouvoir imprimer, je vais dire, sa ligne directive à la famille. Voilà, c'est comment je veux que ma famille fonctionne. D'accord. Bon, c'est pas légal, mais bon, ça c'est un arrangement familial. Donc, il communique à chaque épouse la manière de marcher dans le couple. Et donc, à chaque femme maintenant de répercuter ces informations à ses enfants. Si c'est fait comme ça, je pense que on peut aller loin. D'accord. Il veut ajouter quelque chose? Oui, mais ce que moi je peux dire, oui. Le rôle de l'homme dans ce genre de situation, dans la famille recomposée, est primordial. L'homme doit représenter et incarner l'autorité. Souvent, moi je reviens toujours à notre tradition. Vous allez voir que le vieux, il a beaucoup de femmes, mais son autorité est établie. Il a du charisme, il a de l'autorité, il a la main sur sa famille. Généralement, il y a des déperditions lorsque l'homme manque de charisme et manque d'autorité. Donc, dans ce genre de cas-là, l'homme livre ses enfants et à la vindicte. L'homme, voilà, il laisse sa famille aller à volo. C'est l'homme qui est le socle. Puisque généralement, dans les recompositions, c'est les hommes qui sont à l'initiative des familles recomposées. C'est l'homme qui va marier une autre femme, qui va la faire rentrer, et c'est l'homme même qui va accepter qu'elle rentre avec son enfant. Donc, c'est lui qui crée la situation. Mais le contraire peut se faire aussi, non? La femme qui vient avec son enfant pour intégrer... Oui, mais c'est l'homme qui accepte. C'est l'homme qui accepte toujours. Et puis, la femme
En Afrique, je ne sais pas ailleurs, mais en Afrique, ce n'est pas la femme qui demande l'homme en mariage. Tout à fait. Oui. Ça, c'est clair. Voilà. Malheureusement. C'est l'homme. Mais pourquoi? C'est l'homme. La femme peut, d'une façon ou d'une autre, draguer l'homme. Voilà. Mais pour qu'elle intègre la maison de l'homme, C'est l'homme. C'est pas évident. c'est l'acceptation de l'homme. C'est ça. Et si elle doit venir en plus avec son enfant, C'est ça. tout ça, je pense qu'en amont, c'est discuté et elle peut proposer, mais c'est l'homme qui accepte. C'est ça. Donc dès lors qu'il a accepté la situation, qu'il a créé le cas de figure, c'est à lui d'user de son autorité. C'est ça. Et malheureusement, nous les hommes de la nouvelle génération, on n'a pas l'autorité de nos pères. Nos pères étaient des vrais hommes avec grand H qui savaient, qui avaient l'autorité, le charisme qu'il fallait pour gérer ce genre de cas. Ah oui, ça Aujourd'hui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. aujourd'hui, Monsieur Nimona, on va prendre cet auditeur, Voilà. s'il vous plaît. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô? Alors, on va prendre encore d'autres auditeurs tout à l'heure, mais on va Oui, permettre quand oui. même à notre conservateur de pouvoir poursuivre. Hein. Voilà, donc je disais que la responsabilité la plus grande dans ce genre de situation, c'est l'homme. Donc si la société doit parler à une composante de la famille dans ce type de cas, c'est plutôt à l'homme qu'il faut parler. C'est les hommes qu'il faut sensibiliser. Lorsque tu décides, parce que c'est une décision qu'un homme prend, tu décides de refaire ta vie après un divorce, ou bien malheureusement après que tu aies perdu ton épouse, et que tu décides de fonder une famille, il faut une préparation. Il faut des compromis et il faut mettre des bases et poser des principes. Pour que lorsque la famille se met ensemble, ça ne crée pas plus de problèmes que ça n'en résout. Parce que si l'homme décide de prendre une nouvelle femme, je suppose que c'est pour résoudre un problème. Oui. Voilà. Ouais. Mais si la résolution d'un problème crée plus de problèmes, je pense que c'est de la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas aux enfants de payer le prix des mauvais choix que l'homme aura fait. Mais c'est en cela que revient cette question, cette fameuse question. Est-ce une honte de refaire sa famille, de refaire son couple? Non, c'est pas une honte. En Afrique. Ça fait partie des vicissitudes de la vie. Depuis la nuit des temps, l'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore. Donc on peut se mettre en couple, on peut sortir d'un couple, mais le fait de sortir d'un couple ne nous condamne pas à rester seul. Voilà, l'homme est amené toujours à rechercher une cote. Donc du coup, la stabilité d'un homme ou bien d'une femme, c'est d'être à deux et de fonder une famille. Donc on ne peut pas dénier à un homme de le faire. Donc il n'y a pas de honte, puisque ce n'est pas une pratique au demeurant illégale. Que ce soit de façon traditionnelle ou au niveau de la communauté citadine, ce n'est pas illégal. Mais c'est la gestion de cette situation-là qui est souvent une problématique. Et c'est une problématique. Et généralement, les stigmates impactent la société. Quand on voit le phénomène des enfants de la rue, ça part de là. L'enfant, arrivé à un moment, la famille qui devait être un cocon protecteur est un espace oppresseur. Donc l'enfant a besoin de prendre de l'air. Et là où il peut trouver l'air, où il a la liberté, c'est dans la rue. Et il va choisir la rue comme famille. Voilà, et ses amis qui vont se faire dans cette rue-là seront sa famille. Les aînés qu'il va rencontrer seront les pères, les femmes qu'il va rencontrer. Donc, aujourd'hui, si ce problème n'est pas réglé en amont, la société va le payer. Et les enfants qui sont dans la rue, ils sont livrés à toutes sortes de vices. Et généralement, c'est un effet boomerang. C'est-à-dire que les déchets que nous avons rejetés dans la rue vont nous revenir. Bien sûr, à la face. Donc souvent, quand on crée un peu les gemmes, je dis de la criminalité. Parce que l'enfant qui n'a plus de repères, voilà, il va se trouver des repères. Il va se trouver une autre école. Voilà, il peut se trouver de mauvais repères et il va s'en retourner vers la société. Donc je pense qu'il faut que les hommes surtout fassent preuve de responsabilité et assainissent l'environnement familial qui est vraiment le départ de la fondation de l'homme. L'homme qui va donc impacter la société. Mais si on ne fonde pas, on ne crée pas l'homme, on va récolter un monstre. Voilà, il faut construire l'humanité en chacun de nous et c'est l'environnement familial
qui crée l'humanité. Quand on dit quelqu'un est gentil, c'est cela. Quand tu vas fouiller, son papa ou sa maman était gentil. Quand on dit quelqu'un il est acariate, tu vas vérifier son papa était acariate ou bien sa maman. Donc, c'est dans le cocon familial là qu'on puise les valeurs qui, demain, font de nous quelqu'un qui est apprécié dans la communauté. D'accord. Ça tombe à pic, on va prendre cet auditeur, on va essayer. Allô? Allô? Là, c'est parfait. Là, c'est bon. Hein. Bonjour. Allô, bonjour, c'est M. Débané. Bonjour, M. Débané. Comment vous allez, M. Débané? Ça va très bien chez moi. Je dis bonjour aussi à nos sociologues qui sont dans le studio. Tout à fait. Bonjour. Bonne fête, Sambé. Bon. Sambé encore. M. Débané. M. Débané. Oui. Sambé encore là. Oui. On en est quand même le 19 aussi. Le 3e jour, quoi. Le 3e jour. Oui, même à une semaine, on peut le dire. Oui. D'accord, juste pour vous chariter, M. Débané. Oui. Allez, nos invités sont à vous. Hein. Oh là là, je crois qu'on l'a perdu également. Pour une fois où c'était bon. Il y a un souci de réseau manifeste, visiblement. Ouais. C'est pas bien grave. En fait, monsieur Nohonin disait quelque chose de très important tout à l'heure qui a éveillé un peu une petite question. Ça veut dire que au final, il y a plusieurs sortes de familles recomposées. Donc, il y a la famille recomposée dans laquelle il a été. Il y a celle, par exemple, qui est faite du fait, en fait, des coutumes, des us et coutumes, ou même de la religion. C'est-à-dire, le papa décide de prendre une deuxième femme, donc se retrouve aussi dans une famille recomposée. Quelle est la plus difficile? Quel est le plus difficile des types de familles recomposées? Je veux dire, une famille recomposée, c'est un homme qui, pour une raison ou pour une autre, décède de son épouse, divorce, décide de se remarier, de se remettre en couple. D'accord. Là, je pense qu'on est dans la légalité. Sans problème. Quand je parle de légalité, je parle de la ville. Voilà, parce que même au village, celui qui prend une deuxième femme, en plus de sa femme, il est dans la légalité. Mais je suis dans un contexte vraiment africain moderne. Donc, un homme qui a divorcé... On divorce d'abord avant... Tout à fait. De se remettre en couple. Maintenant, les gens qui sont en ville, mais qui veulent vivre comme au village... En plus de leur épouse légale, parfois ils ont une épouse légale, légitime. Et puis en plus d'elle, ils vont prendre une autre épouse encore, mais qui n'est pas légitime. Il y a des ressentiments, forcément. Il y a des ressentiments. Et tout ce qu'on ressent, on le manifeste. Quand on le manifeste maintenant, ça tombe dans le domaine du social, du sociologique. Du coup, ça affecte les enfants. C'est ça en fait. Les enfants sont affectés. Parce qu'une fois que chaque enfant sera rangé derrière sa maman, on n'aura plus une famille, mais on aura deux sous-familles dans une famille. Donc c'est ça qui est compliqué. Donc, quand on dit une famille recomposée, c'est vrai, quand monsieur parlait, je disais, mais en fait, en Côte d'Ivoire, en Afrique, il y a plusieurs types de familles recomposées. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir juste comment ça s'appelle pour l'Afrique. Parce que, à l'expliquer ainsi... Je crois que nous, on doit faire des études pour voilà, c'est ça. C'est que moi, je peux dire, il y a plusieurs schémas. Le schéma le plus complexe, c'est le schéma où l'homme a fait ses enfants et que la femme vient avec des enfants. Donc, ces enfants-là, a priori, ils ne sont pas des frères. Mais ils doivent apprendre à devenir frères. Ils sont frères par alliance. Ils sont frères par alliance. La femme, elle n'a pas d'enfant encore avec l'homme. Généralement, c'est le cas de figure le plus difficile. Elle vient avec ses 2 enfants. L'homme a 2 enfants. Donc, du coup, le couple a 4 enfants. Mais chacun a 2 enfants. Et donc, le couple doit faire en sorte que les 2 enfants que chacun a deviennent 4 enfants que les 2 ont. Oui. Merci. Donc, il faut là... Il y a un mariage entre le couple et il y a un mariage dans la famille entre les enfants. Les enfants qui viennent avec déjà leur éducation quand ils venaient à leur mère. Les enfants qu'ils ont trouvés avaient une éducation que leur mère leur a donnée et qui n'est plus avec eux. Donc, il y a ce ressenti du départ de la mère. Donc, celle qui vient est considérée comme un autrui qui, en plus d'être autrui, a chassé la mère. Donc, du coup, il y a cette idée de venger maman, de rejet immédiat. Et en plus, elle vient avec des enfants. Donc, l'espace se réduit. Donc, ils se sentent étouffés, envahis. Et c'est là que les 2 parents doivent agir de façon stratégique. C'est là que les 2 parents doivent agir de façon stratégique. En faisant quoi?
Généralement, dans ce type de cas-là, le rôle de la femme est plus important. C'est la femme qui est venue avec les enfants. C'est la femme qui doit briser la glace, qui naturellement va s'installer entre les enfants, entre elle et les enfants qu'elle a trouvés, et entre les enfants qu'elle a trouvés et ses enfants. Donc c'est la femme qui doit montrer son instinct maternel. Et généralement, si elle réussit à gagner le cœur des enfants, les enfants eux-mêmes, de façon naturelle, vont créer des alchimies entre eux. Et le père, lui, il est souvent même dans cette symbiose-là, le père est quasiment exclu. Il est exclu et généralement, s'il y a des problèmes, c'est tout le monde contre le père. Mais lorsque le père est amené à intervenir, que son rôle n'est pas minimalisé, ça veut dire qu'il y a problème. Le père doit être inutile dans cette composition familiale-là. Il doit ne même pas avoir à jouer un rôle. Parce que s'il vient jouer un rôle, s'il vient faire de la médiation, ça veut dire que les morceaux n'ont pas réussi à se coller. Donc il vient un peu comme le ciment qui va essayer de façon artificielle de les consolider. Donc c'est le schéma le plus difficile. Et dans ce type de schéma-là, un homme par exemple qui veut remettre les enfants ensemble, il ne le fait pas de façon brusque. C'est-à-dire que déjà, si tu veux te remarier à une femme qui a déjà des enfants, il faut déjà permettre à tes enfants d'aller chez cette femme-là, toi-même avec eux. Donc, ils voient que les enfants, ils avaient leur cadre. Ça leur permet de s'adapter. Et le jour où vous voulez, au lieu d'avoir deux cadres, vous voulez vous retrouver, là, ça devient plus facile. Mais généralement, ça se fait de façon brusque. Voilà, le père qui vient, et là, le père doit beaucoup communiquer avec ses enfants, quel que soit leur âge. Il doit communiquer avec eux, et pour pouvoir les faire accepter les autres enfants. Mais si le père agit un peu d'autorité, demain matin, il y a votre maman qui vient. Et puis la maman débarque dans ses bagages avec deux. Donc, même si l'enfant a 5 ans, le père doit pouvoir communiquer. La communication avec les enfants, quand il a 5 ans et qu'on doit lui ramener une petite soeur de 3 ans, il faut de façon subtile créer des cadres où ils se connaissent déjà avant que cette petite soeur-là ne vienne. Parce que s'ils sont connus à l'extérieur, au moment où elle rentre dans la maison, l'enfant qui est petit a l'impression que c'est sa copine qui est venue pour jouer avec elle. C'est ça. D'accord. Voilà, mais un bon matin, tu lui imposes quelqu'un. Et là, elle est prête à partager son espace. Elle est prête à partager parce que ils ont déjà joué. C'est comme des enfants qui sont dans la même classe. Le jour où on prend une venue dormir à la maison, elle se sent comme chez elle. Parce qu'il y a ces habitudes-là, ces connexions infantiles qui sont créées. Donc, je pense que quand on veut recomposer une famille, il faut être stratège. Il faut faire preuve de beaucoup de sagesse. C'est ça. Et on doit plus donner aux enfants qu'à la femme. Parce que quand la femme arrive, si tu veux montrer à tes enfants que tu es trop amoureux, il y a un problème. Il faut montrer aux enfants que c'est eux qui sont la priorité. Donc, les activités doivent se faire autour des enfants. C'est-à-dire que vous, dans un premier temps, vous vous ignorez pour être au service des enfants. C'est après ça, quand la service est créée, maintenant, vous pouvez vous retrouver pour votre love. Voilà. Mais si, de facto, pendant que les choses ne sont pas encore bien calées, vous faites le love, vous allez voir que les enfants qui sont venus à leur mère, ils vont penser à leur père. Les enfants, ils vont penser à leur mère. Et puis vous, demain, vous allez énerver les enfants. Et les enfants seront dans un état de colère permanente. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre de côté, même vous deux. Ils vont commencer à régler leurs problèmes. Eux-mêmes, ça sera réjailli sur eux. C'est ça. Voilà. Est-ce que ça a été ton cas pour toi? Attends, je vais... oui. Mais lui, dans son cas, je pense que maman est venue avec toi. Oui. Parce que... Elle est venue avec toi seule. Il se rapproche du micro, Quadio. C'est ça, non? Oui. Elle est rentrée dans le foyer. Avec moi seul. Avec toi seul. Et tu as trouvé des papas. Voilà. Donc, mais je trouve que c'est encore plus grave parce qu'il est seul face à plusieurs enfants en même temps. En fait, non, ça n'enchaîne pas. Le papa il est vieux. Le papa est vieux. Voilà. Et puis les enfants ils sont déjà grands. Ils sont grands. Ok, voilà. D'accord. Il l'a accueilli comme leurs enfants. Il avait le même âge. Il a pas de problème, franchement. D'accord.
Il dit la 10e, c'est ça, non? Et ça, c'est la 10e fille. La 10e fille qui l'a mise à l'école, du CPE au CM2. C'est bien ça. C'était déjà grand, ils n'ont pas de problème affectifs, ils ne sont pas dans les sentiments. Lui-même, ils l'ont vu comme le dernier caprice. Voilà, justement. C'est ça. Vous écoutez les grands matins. Et voilà, 10h03 après le flash, nous reprenons les choses là où on les avait laissées tout simplement avec nos invités ici en plateau. On vous rappelle tout simplement que nous sommes en compagnie de l'ONG Opinion Éclairée, n'est-ce pas Lolia? Oui, bien sûr, l'ONG Opinion Éclairée qui nous éclairait finalement sur, oui, bien sûr. sur la question des familles recomposées. C'est une question cruciale, oui, voilà. On va dire. Oui. Et nous sommes avec notre témoin du jour qui nous a fait un très beau témoignage d'ailleurs concernant la famille recomposée, avec également Monsieur Noona Ange Martial, conservateur de musée, sous-directeur également au ministère de la Culture et de la Francophonie, ainsi qu'avec Madame Ojo Ebaya Angèle Pélagie, sociologue spécialiste de la mère et de l'enfant. Et là, tout de suite, nous sommes à l'étape justement des conseils. Tout à fait. Donc on va Dernier virage de cet entretien. Notre sociologue de pouvoir nous faire un commentaire sur l'histoire de notre invité. Ok, je disais que dans cette affaire quand on parle de famille recomposée, va se rapprocher. Voilà, va se rapprocher. Le plus important, c'est l'enfant. L'enfant qui est le futur membre de la société. La famille est le socle de la société. Mais l'enfant qui appartient à la famille est un futur membre de la société qu'il faut préserver pour qu'on arrive à une société, comme on a dit, une famille où il y a la cohésion, mais aussi on compare à une société où il y a la cohésion. Et donc, cet enfant-là, on doit tout faire pour qu'il ne soit pas mêlé à nos affaires d'adultes, à nos problèmes d'adultes. On peut reconstruire des familles, on le reconstruit dans le bien des enfants. On le reconstruit dans le bien, c'est vrai les parents qui ne veulent pas rester seuls, qui veulent fonder forcément une famille, mais on fonde une famille pour des enfants. On fonde une famille pour une société du futur. La société, la famille est le socle même de la société. Et justement, on ne peut pas produire une société avec des déchets. Il faut s'arranger à produire des futurs membres de la société qui soient capables d'affronter tous les défis de la société. C'est pour cela que dans les familles recomposées, moi je conseille aux parents d'abord de prendre toutes les précautions, de discuter avec les enfants avant de s'aventurer. On voit avec les Européens, on dit bon, ils parlent trop avec les enfants. Mais nous aussi, on a nos mécanismes de communication avec nos enfants. On peut communiquer avec eux, dire ah voilà, je suis seul, ou bien maman n'est plus là, il faut qu'on retrouve la famille qu'on avait avant. Il y a des mécanismes, il y a des mécanismes pour arriver à faire comprendre aux enfants le besoin qu'il y a d'avoir une nouvelle famille, une nouvelle maman. Pour l'homme, et bien un nouveau père pour la femme. Dans tous les cas, tout doit se faire dans le plus grand bien de l'enfant, de la communauté, de la société. D'accord. On va terminer avec cette question avec vous, certainement, Madame la sociologue. Voilà, quel est le lien qu'il y a entre la cohésion des familles et la cohésion sociale, en fait? Je disais tout à l'heure, j'ai dit que la cohésion familiale déteint sur la cohésion sociale. Parce que les enfants qu'on a dans les familles, ce sont ces enfants qui sont les futurs membres de la société. Et donc si on produit des déchets, forcément on aura des problèmes. Donc il faut arriver à ce que les enfants soient unis, soient associés pour maintenir la cohésion au sein de la société. Des enfants bien éduqués, des enfants équilibrés, qui ont grandi dans des familles où ils n'ont pas été stigmatisés, on ne les a pas exclus, ou bien on ne les a pas tassés de telle ou telle chose, ils arrivent à s'intégrer facilement dans la société. D'accord. Alors, quel conseil notre invité témoin peut-il donner aux enfants qui se retrouvent comme ça, d'un jour à l'autre, dans une autre famille qu'ils ne connaissent pas? Bon, je dirais que ces enfants-là n'ont pas à s'écarter, voilà, soit s'isoler, voilà, parce que ça peut dépendre de, comme le monsieur vient de le dire, ça peut dépendre de l'attitude que les parents ont vis-à-vis des enfants, mais en tant qu'enfants, eux-mêmes, ils doivent aussi
faire un effort, voilà, pour rester avec les parents et aussi trouver un terrain où ils pourront se sentir à l'aise avec les autres frères qui sont dans la famille. Voilà, ça ne sert à rien de se mettre à l'écart ou bien être triste. Parce que même ces frères-là qui sont avec eux peuvent aussi, voilà, d'une certaine manière, les aider à aussi s'en sortir dans la vie. Voilà. Donc, c'est pas aussi bon de rester à l'écart de la famille, dire que comme tel n'est pas mon frère, voilà, il ne peut pas faire telle chose avec lui. Voilà, ça arrive. Même les amis qu'on a au dehors, ce ne sont pas aussi forcément nos frères de sang. Voilà. Donc, on peut aussi s'adapter ou bien se familier avec ces enfants qui viennent d'une autre famille. Et les parents. Voilà. Maintenant, c'est à l'endroit. Voilà, c'est aux parents maintenant. Voilà, c'est eux qui créent cette situation, n'est-ce pas? C'est à eux maintenant de tout mettre en œuvre pour que les enfants se sentent à l'aise dans la famille. D'accord. Voilà. Moi, par exemple, je dirais que mon père avait déjà tout fait. Voilà. Et heureusement, il avait déjà tout fait. Donc, quand je suis rentré dans la famille, voilà, je n'avais pas de soucis au fait. Voilà. Ce sont les enfants même qui ont assuré ma scolarité jusqu'à l'université. Wow. Donc, voilà. Si les enfants arrivent à faire ça, c'est que toutes les familles peuvent aussi le faire. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce que je peux dire. En tout cas, c'est bien dit, Lolia. Oui, bien sûr. Franchement, c'est très sage. Ça prouve qu'effectivement, il est issu d'une très bonne famille, recomposée. C'est ce qu'on souhaite également à tous ceux qui nous suivent aussi sur les 93.6. Alors, on va recueillir également le mot de fin de M. Noona concernant ce sujet-là. Moi, je peux dire qu'il faut faire très, très attention à cette problématique qui fonde même la stabilité de notre pays. C'est cela. Parce que pour donner du bonheur, il faut d'abord avoir reçu du bonheur. C'est cela. Pour donner de la bonté à la société, il faut avoir été éduqué dans un environnement qui irradie la bonté. Donc la famille doit être le creuset de toutes les bonnes choses, de toutes les valeurs. Donc il faut que les parents soient responsables et aux décideurs, il ne faut pas minimiser cet aspect-là. Parce que généralement, on voit les conséquences, mais on ne va pas chercher les causes. Et les causes, souvent, se retrouvent dans les familles. Voilà, il faut donc travailler sur la famille. Il faut faire des sensibilisations pour ne pas que ces genres de situations-là, des gens peut-être qui ne sont pas préparés à gérer ces situations-là, restent livrés à elles-mêmes. Voilà, faut former les parents. Faut pas arrêter d'informer, de former les parents et de leur donner les bonnes attitudes, la bonne méthode et les bonnes stratégies pour pouvoir s'en sortir. Généralement, il y a des parents qui rentrent dedans sans forcément savoir dans quoi ils rentrent et ils sont vite débordés. Donc, je pense que c'est l'amour de le gouvernement. De l'autre. Quand l'amour prend le pas, on décide. Et on réfléchit après à comment on va gérer la situation. Donc il faut un encadrement des familles. Je pense que s'il y a un ministère de la femme, de l'enfant et de la famille, c'est pour tout ça. C'est pour toutes ces questions-là. Et il faut que ce ministère-là soit regardant sur cet aspect. Parce que ce qu'on n'a pas réparé au départ, il est difficile de le corriger à la fin. Voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, monsieur Noona. Voilà, je pense que Lolia. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors, on rappelle qu'on était avec l'ONG Opinion Éclairée, avec monsieur Noona Ange Martial, conservateur de musée, sous-directeur au ministère de la Culture de la Francophonie. Également notre témoin du jour concernant le thème justement qui a été abordé, qui n'est autre que Kwadio Kofi Salomon, étudiant vivant dans une famille recomposée, et notre sociologue justement qui nous a donné de très beaux conseils, qui est madame Ojoou Ebaya Angèle Pélagie. On en profite pour faire passer un petit coucou également à madame Delors, à la présidente de l'ONG
l'ONG Opinion Éclairée, qui est bien sûr donc à la base justement de cette tribune que nous sommes en train de mener pour vous permettre vraiment d'avoir tous les conseils qu'il vous faut pour mieux vous lancer dans une famille recomposée, comme on dit. Je pense qu'on prendra beaucoup de plaisir à vous retrouver encore à Radio Treichville dans le cadre d'un autre sujet, une autre thématique concernant les familles et pour le bien-être également de la société, n'est-ce pas? Et voilà. Et le petit message que nous vous laissons, moi et Lolia, c'est que cela se poursuive avec des panels, tout ça, parce que c'est très important. Voilà, non seulement des panels, mais surtout également je sais pas si on peut faire une sorte de cellule qui va accompagner en fait les familles de façon très 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 personnalisée ou individuelle. Ça pourrait aider également la société. Voilà. Oui. C'est de bons projets. D'accord. Merci bien d'être passé. Les portes de la radio vous sont ouvertes. On vous accompagne en musique. Extra Musica s'installe.